Dans cette quatrième partie du chapitre Management du service méthode, on va parler de la préparation des interventions. L'objectif de la préparation des interventions, c'est de définir le mode opératoire et les moyens nécessaires, humains et matériels, avec pour objectif principal d'améliorer la performance de la fonction maintenance, avec un impact sur les coûts, la qualité de l'intervention, les délais d'intervention, la réactivité de l'équipe. L'impact sur les coûts. Il y a la diminution des coûts d'indisponibilité, la réduction des temps morts d'intervention, donc du coût de l'intervention elle-même, la diminution des coûts du stock maintenance en fournissant des prévisions de consommation permettant un approvisionnement juste à temps et en limitant la quantité en stock. L'impact sur la qualité des interventions. L'assurance de la qualité en maintenance passe par les 4 étapes. Écrire ce que l'on va faire dans l'intervention, faire ce que l'on a écrit, la réalisation, écrire ce que l'on a fait, un compte-rendu d'intervention. Progresser en améliorant le déroulement de l'intervention. Le préparateur maintenance doit s'approprier les étapes 1 et 4. L'impact sur les délais d'intervention. Maîtriser l'intervention, c'est fixer une durée prévisible et réalisable de l'intervention, en tenant compte des moyens nécessaires, les compétences techniques, l'outillage, les moyens logistiques et les pièces de rechange. L'impact sur la réactivité de l'équipe et sa capacité à réagir à des événements imprévisibles. Il concerne donc en priorité la maintenance corrective. Bien qu'en non prévisible, la préparation d'une action corrective est importante en fournissant au personnel d'intervention des modes opératoires optimisés, évitant le travail à la va-vite et surtout l'improvisation. Impact sur la réactivité comment? Anticiper tous les temps improductifs et les aléas susceptibles de faire durer l'intervention. Suivre l'équipement régulièrement dans le cadre de la maintenance préventive. Sur apparition d'une défaillance partielle ou d'une dégradation progressive, procéder à une préparation soignée afin d'éviter les pièges et les aléas liés à une intervention sans préparation. Défaut de sécurité ou bien l'absence de moyens logistiques ou les schémas obsolètes, etc., etc. La préparation d'une intervention corrective. Alors, après la demande d'intervention, on identifie les problèmes potentiels en exploitant les retours d'expérience. Ensuite, on définit les modes opératoires et on identifie les besoins. Et là, dans ce cas-là, on va exploiter les dossiers techniques des équipements. Enfin, on va éditer des documents opérationnels, c'est le banc de travail. Rentabilité d'une préparation d'une intervention corrective, c'est éviter les gaspillages de temps en recherche de schémas historiques, etc., recherche et choix d'outillage, recherche de matières et produits, attente au magasin pour pièces détachées, surtout s'ils ne sont pas au stock, aller et retour du site de la défaillance à l'atelier et au bureau. Hésitation sur le mode opératoire démontage. Retour attendu de préparation d'intervention corrective, c'est la diminution des TTR, des temps techniques de restauration, time to restore, le temps de la maintenance par rapport à la norme, la diminution des coûts directs et l'indirect, rapidité d'intervention, qualité du travail, donc satisfaction du client, moins de stress chez les techniciens de réalisation et la sécurité des personnes et des biens assurés. Le contenu dans préparation d'intervention corrective.
Premièrement, l'évaluation des risques, ensuite les gammes opératoires, l'identification des besoins, l'édition des documents opérationnels. Évaluation des risques. Les directives européennes et loi 14014 du 13-12-1991. Toutes les équipements doivent être conçus et construits de façon que leur mise en place, leur utilisation, leur réglage, leur maintenance n'exposent pas les personnes à un risque d'atteinte à leur sécurité et leur santé. La responsabilité de préparateur peut donc être engagée lors d'un acte de maintenance. Il lui appartient de concevoir la sécurité de chaque phase de l'intervention en accord avec les textes et les règlements relatifs à la sécurité, les règlements concernant les technologies et matériels spécifiques du site et leur environnement. Et la liste des personnes habilitées à faire cette intervention. L'évaluation des risques s'effectue in situ. L'identification de la zone concernée, de ses modalités d'accès, le balisage et les procédures de condamnation, caractérisation de l'ambiance, l'atmosphère, luminosité, température, rayonnement, etc., identification des énergies présentes sur la zone, électrique, pneumatique, hydraulique, mécanique, chimique, etc., et des risques liés, et la définition des informations entrant et sortant de la zone, réseau de terrain, réseau informatique, etc., de manière que la maintenance n'entre pas en interaction avec. L'identification des risques liés aux positions de travail pour chaque phase de l'intervention, en hauteur, zone exiguë, etc., à la mise en œuvre de l'intervention, voisinage de tension, dégagement gazeux ou atmosphère corrosive, point chaud, manutention, etc. Aux intervenants, le stress, changement d'équipe, etc. Toutes ces mesures doivent être consignées sur le document d'intervention bon de travail. On met au technicien d'intervention, en cas de sous-traitance, faire signer le prestataire de service. Deuxièmement, les gammes opératoires. Une gamme opératoire est divisée en phases puis en opérations. Une phase est un ensemble d'opérations de contenu contrôlable, bornées dans le temps et qu'il est logique de regrouper afin de les confier à une même équipe d'intervention. Gamme opératoire, avantage de ce découpage, estimation rapide du temps et des moyens logistiques nécessaires, suivi aisé du travail et contrôle de l'enclenchement des phases, composition plus facile de l'équipe d'intervention en fonction des compétences demandées, documentation spécifique limitée et précise, possibilité d'externaliser, possibilité de standardiser des phases qui se retrouvent dans plusieurs types d'interventions. Identification des besoins. Toute préparation digne de ce nom doit recenser les besoins nécessaires à l'intervention. Ces besoins sont consignés sur le banc de travail. Les besoins humains, équipe ayant toutes les qualifications et habilitations requises par l'intervention, faute de ces compétences, l'intervention devra être externalisée. Les besoins matériels, la documentation, les dossiers techniques d'équipement, les historiques, les dernières interventions réalisées, etc. La liste des outillages spécifiques, appareils de contrôle, outillage non standard, etc. Liste des moyens spécifiques, échafaudage, levage, manutention. Liste des fournitures et pièces de rechange, quincaillerie, modules électroniques, roulement, distributeurs, moteurs. La liste des matières et produits, les graisses, solvants, dégrippants, pâtes à joint, rubans de téflon, etc., etc. Le bon de travail est accompagné par l'émission d'un bon de sortie magasin, BSM, portant les références, codes, nombres et imputations comptables. L'édition des documents opérationnels.
La rédaction et l'émission des documents opérationnels demandés par l'intervention constituent la dernière phase de la préparation. Ces documents sont destinés à la fonction ordonnancement ou directement à l'équipe d'intervention si le travail est urgent. Le demande d'intervention numéroté correspondant à l'ouverture d'un compte d'imputation. L'ordre de travail portant le même numéro destiné à l'ordonnancement. Le bon de travail qui résume la préparation du travail et qui peut servir de document témoin du travail effectué. La communication en maintenance. Alors on a le service production ici, le service maintenance ici, on ne fait pas attention à l'échelle. Alors s'il y a une défaillance, les gens du service maintenance, l'opérateur, il va faire ce qu'on appelle une demande d'intervention. Cette demande d'intervention, il va être codifiée et enregistrée par le service ordonnancement. Ensuite, le service ordonnancement va se concerter sur la date de l'intervention avec le service production et il va transmettre cette demande d'intervention. Cette demande d'intervention va être complétée par le service méthode, c'est-à-dire toute la préparation. Ensuite, il va la transmettre à l'équipe ordonnancement, au service ordonnancement. Le service méthode également, il va envoyer un dossier de préparation à l'équipe d'intervention. Alors, le service ordonnancement va lancer ce travail par un ordre de travail. Et également, il va envoyer une demande d'approvisionnement au magasin pièces de rechange. Cette demande d'intervention, il va se transformer en bon de sortie magasin. Enfin, l'équipe d'intervention va effectuer son intervention et il va faire un rapport, à la fin de l'intervention, il va faire un rapport de l'intervention qu'il va mettre avec le bon de travail et il va le transmettre au service méthode. D'ailleurs, on a déjà expliqué cette circulation d'informations dans le chapitre numéro 2. Au résumé, une bonne préparation, c'est assurer la sécurité des intervenants, les guider sans ambiguïté pendant l'intervention, d'anticiper leurs difficultés en ne laissant aucune part à l'improvisation, d'éviter les temps d'improductifs, attentes, déplacements et démontages inutiles. Préparation des interventions préventives. Les interventions systématiques, c'est des interventions programmées. Donc les travaux lourds et les révisions, c'est des arrêts programmés. Les interventions conditionnelles, surveillance. Nature des interventions systématiques. Alors, il y a plusieurs types d'interventions systématiques qui ont de niveau 1 jusqu'au niveau 4. Par exemple, à niveau 1, rang de surveillance ou bien consigne permanente de poste et auto-maintenance. Et à niveau 4, c'est arrêt périodique d'unité de production, ou bien niveau 3 à 4, révision périodique partielle au total d'un équipement. Donc leur périodicité peut varier d'un jour jusqu'à un an. Le rôle du préparateur maintenance. Alors comment on fait l'analyse du contexte et le choix des périodes en fonction tout d'abord en fonction de la précarisation des constructeurs et les aspects réglementaires, en tenant compte de la criticité de l'équipement et le budget alloué, on prépare les gammes et les échéances, on les ordonnance et on les réalise. Et bien sûr, comme on l'a vu, avec le retour d'expérience, on peut optimiser ces périodes. L'échéancier des visites préventives. Les périodicités d'intervention sur un même équipement sont très variables. On ne peut pas se permettre d'optimiser individuellement les périodes d'intervention. Cela peut conduire à des aberrations. Graissage une semaine, échange standard d'un composant 2 jours après, nettoyage d'un filtre la semaine suivante, etc.
On regroupe les interventions à partir d'un pas T sous-multiples d'une durée prédéterminée. Par exemple, durée de calendaire, 1 an, 6 mois, etc. Unité d'usage ou bien par unité d'usage 100 000 km, 3000 heures, etc. On planifie tout d'abord les opérations dont la périodicité est la plus faible, c'est l'opération A. On identifie les opérations A' de périodicité de T. On regroupe ces opérations A' avec les opérations A correspondantes. On appelle ça l'opération B. Et enfin, il y a les opérations qui sont 4 fois les opérations A. On regroupe ces opérations B' avec les opérations B. Elles correspondent aux opérations C. A, B, A, C, A, B, A. Je vais donner un exemple. On va supposer les opérations vidange de voiture. Donc, pendant la première vidange, on va juste changer l'huile de lubrification. Pendant le deuxième vidange, on va changer l'huile de lubrification et les filtres de carburant et le filtre de l'huile. Et pendant le quatrième vidange, on va changer l'huile de lubrification, les filtres de carburant, le filtre de l'huile et également le filtre à air. Donc on a regroupé, on a regroupé ces 3 opérations dans une seule opération. Cette méthode, elle s'appelle ABAC. On identifie les gaps d'intervention. Là, c'est le rappel pour l'intervention corrective, on l'a déjà vu. Révision et travaux lourds. Les travaux de niveau 4 et 5, encore appelés les arrêts programmés, doivent permettre une optimisation des objectifs, le coût, la qualité, les délais, la réactivité. D'où une préparation rigoureuse qui peut durer plusieurs semaines à plusieurs mois. Premièrement, l'état des lieux de l'intervention. Deuxièmement, la liste des travaux à faire établir avec les services concernés. L'organisation de l'enclenchement des tâches. Analyse de chaque tâche, le temps alloué, effectifs et compétences, moyens matériels nécessaires. Définition des tâches à externaliser. Sixièmement, définition des contrôles et les échecs, le redémarrage devant s'effectuer de premier coup. Le planning général de déroulement de l'ensemble de l'intervention, Gantt, on va le voir dans le chapitre prochain sur l'ordonnancement. Planning d'intervention de chaque équipe. Planning d'utilisation des moyens logistiques pour limiter les goulots d'étranglement, les équipages spéciaux, moyens de manutention, etc. Le compte-rendu des différentes réunions de coordination concernant l'arrêt programmé. La documentation de synthèse des points clés de déroulement de l'arrêt programmé. Maintenant, la maintenance conditionnelle. Le rôle essentiel du préparateur dans ce cas-là, c'est la détermination des rangs de surveillance, de leur périodicité, des appareils de mesure nécessaires, des valeurs nominales des paramètres à surveiller et des seuils d'alerte. Exemple, l'analyse vibratoire. L'écriture des procédures après alarme, mise en sécurité des biens et des personnes. La préparation de l'intervention à l'identique de préparation d'intervention corrective. Merci de votre attention.